À 23h17, Dar et Salam s'éteint d'un seul geste. En 7 minutes, les courbes de NetBlocks et Cloudflare Radar tombent à 90,3% d'interruption, tandis que 3 fournisseurs signalent une interruption de service simultanée. Les ingénieurs parlent de routeurs dorsaux, de paquets sortants filtrés et d'un retour progressif à seulement 37% du trafic. La version officielle évoque un câble sous-marin, mais les trafics kenyan, malawite et mozambicains restent stables dans fenêtres horaires au moment où Dar et Salam s'éteint. Que vaut une souveraineté qu'Ibrahim Traoré voit suspendue ce soir? Un silence technique devient langage politique. Ce reportage promet une lecture précise d'un événement souvent réduit à une panne technique, alors qu'il révèle un choix politique mesuré à la seconde. Il s'agit de comprendre comment une coupure numérique totale redéfinit la frontière entre sécurité publique et contrôle de l'information, sans ajouter de faits au-delà des données observées. Le bénéfice pour le spectateur est clair. Décoder en 10 à 15 minutes les mécanismes invisibles qui transforment un bouton technique en instrument de pouvoir. Mais l'enjeu dépasse la Tanzanie. Lorsque l'État peut suspendre 90% d'un trafic national en moins de 8 minutes, la question devient systémique. Qu'advient-il de la confiance, de la coordination sociale et de la souveraineté numérique dans des sociétés dépendantes d'infrastructures fragiles et souvent externes? Ce récit suit les chiffres, les gestes et les réactions humaines pour mesurer ce coût réel. Un micro-signe aperçu dans les premières heures indiquera pourquoi le silence n'a pas produit l'effet attendu. La révélation tombe dès les premières minutes. Selon les mesures agrégées par NetBlocks, le trafic numérique tanzanien s'effondre de plus de 90% entre 23h17 et 23h24. Cette chute n'est ni progressive ni chaotique. Elle est compacte, synchronisée, presque protocolaire. 3 fournisseurs majeurs signalent une interruption simultanée, tandis que la reprise, à 23h25, ne restaure qu'environ 37% du flux, indiquant une remise en route graduelle, non une réparation spontanée. Pour comprendre ce que ces chiffres impliquent, il faut replacer la scène dans son contexte immédiat. À Dar et Salam, les écrans deviennent noirs au moment où des tensions politiques couvaient déjà et où les réseaux sociaux servaient de principal espace de coordination. Officiellement, les autorités évoquent un câble sous-marin endommagé. Pourtant, dans la même fenêtre horaire, les trafics kenyan, malawite et mozambicains restent stables sans l'onde de choc régional qu'une panne physique provoquerait habituellement. Cette dissymétrie nourrit rapidement le doute. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette bascule en temps réel à travers des flux d'alerte et des graphiques épurés. Pour lui, chaque seconde d'absence correspond à des milliers de connexions interrompues, mais aussi à une décision politique matérialisée par une donnée. Il ne lit pas seulement une anomalie technique, il perçoit une intention, celle d'utiliser le silence comme outil de gouvernance. Cette interprétation s'appuie sur des indices concordants: blocage des routeurs dorsaux, filtrage des paquets sortants et absence d'anomalies sur les serveurs intermédiaires. Dans les heures qui suivent, malgré la coupure, des fragments d'images circulent sous VPN. Des rues plongées dans le noir, des urnes incendiées, des slogans scandés. Ces traces partielles montrent que la déconnexion n'est pas totale dans ses effets. Elle pose le cadre du récit. Un État capable de suspendre presque tout un trafic national en quelques minutes, face à une société qui commence déjà à chercher d'autres chemins pour se parler. Au cœur de cette nuit fragmentée, certains visages servent de point d'ancrage pour comprendre ce qui se joue concrètement. Aïcha, étudiante de 22 ans à Dar es Salaam, devient malgré elle un fil conducteur. Quelques minutes avant l'extinction complète du réseau,
Elle publie un selfie accompagné d'une phrase simple, presque banale. Lorsque le signal disparaît, cette image circule encore sous VPN, reprise, commentée, traduite, jusqu'à échapper aux tentatives de confinement numérique. Ce micro-geste révèle un premier impact immédiat de la coupure. Là où l'État cherche à figer l'espace informationnel, la société commence à le reconfigurer. Les étudiants se regroupent, les messages se transmettent de bouche à oreille et les rues deviennent des relais improvisés. La communication ralentit, mais elle ne s'interrompt pas. Elle change de support, de rythme et de visibilité, ce qui complique toute tentative de contrôle centralisé. Un second témoin élargit ce constat au-delà des campus. Un pêcheur, interrogé par une radio nocturne clandestine, résume la situation en une phrase brève. Ils ont pris le signal, pas la mémoire. Ce propos, capté loin des cercles militants, montre que la réaction ne se limite pas à une élite connectée. Elle traverse des milieux sociaux différents, unis par la même perception d'une coupure vécue comme une contrainte, non comme une protection. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré note précisément cette dynamique naissante. Il observe que l'effet le plus rapide du blackout n'est pas la peur, mais l'adaptation. Les premières heures dessinent déjà un paradoxe central. Plus l'infrastructure officielle s'efface, plus les liens humains se rendent visibles. Le so what devient clair en quelques mots. Couper le réseau n'arrête pas la circulation du sens. Avant 23h17, la soirée à Dar et Salam suit un rythme presque ordinaire, malgré une tension politique déjà perceptible. Les réseaux sociaux fonctionnent comme d'habitude, servant à la fois de veille citoyenne et de soupape émotionnelle. Les échanges sont rapides, parfois confus, mais continus. Puis, sans alerte préalable, les routeurs clignotent une dernière fois. En quelques secondes, les flux ralentissent, puis s'effondrent. Le déclenchement est net sans phase de dégradation progressive. À 23h17, le trafic chute brutalement. À 23h24, il a pratiquement disparu. La montée en intensité est fulgurante. Trois axes de fibres cessent d'émettre presque simultanément, provoquant une chute de plus de 90% du trafic national. Les opérateurs parlent de interruption de service, mais la synchronisation intrigue immédiatement les ingénieurs. Les écrans deviennent noirs, les applications cessent de répondre et l'absence de notification crée un vide inhabituel. Dans les rues, les premières rumeurs circulent à voix basse. Câbles sectionnés, serveurs brûlés, ordres venus d'en haut. Rien n'est confirmé, mais tout se propage par fragments, comme si l'information cherchait déjà à contourner l'obstacle. Très vite, la coupure produit ses premières répliques visibles. Sous VPN, des images perçant le silence technique, des urnes incendiées, des étudiants dispersés par les forces de l'ordre, des slogans criés dans la nuit. Ces fragments, incomplets mais persistants, deviennent alors des repères temporels. Le selfie d'Aïcha, publié juste avant l'extinction totale, sert de balise. Il est repris, archivé, commenté et utilisé comme point de référence par ceux qui tentent de comprendre ce qui se passe encore malgré l'absence de réseau officiel. Pendant ce temps, au sommet de l'État, l'activité s'intensifie. À Dodoma, les réunions s'enchaînent. Un ministre parle d'une mesure temporaire destinée à préserver la stabilité. Un autre évoque une optimisation de la sécurité. Les ingénieurs, eux, savent que la coupure sur plusieurs nœuds au même instant ne correspond pas à un incident accidentel. Un rapport interne circule dans la nuit, évoquant une situation difficilement maîtrisable. Peu après, une directive présidentielle appelle à maintenir le silence quel qu'en soit le coût immédiat. À distance, Ibrahim Traoré suit cette séquence comme un film accéléré. Il observe la précision de l'exécution,
la brutalité du basculement et surtout la rapidité des réactions populaires. Pour lui, la ligne des événements révèle déjà une tension centrale. L'État agit vite pour imposer le calme, mais la société s'adapte presque aussi rapidement pour préserver la circulation du sens. Ce décalage temporel devient un indicateur clé. Après minuit, les répliques s'étendent. Les taxis klaxonnent en rythme, les vendeurs frappent scène sur des casseroles, les messages se transmettent par gestes et par signes. À 23h25, le signal revient partiellement, à environ 37% du trafic. La reprise est lente, fragmentée, comme si le redémarrage lui-même obéissait à une logique graduelle. Cette séquence, du déclenchement à la réplique, dessine un enchaînement clair, une décision centralisée, une exécution synchronisée, puis une société contrainte d'inventer d'autres circuits. Avant la coupure, le débit moyen observé sur la région côtière tanzanienne atteint environ 18,6 gigabits par seconde. En moins de 7 minutes, ce volume tombe à près de 1,2 gigabits par seconde. Ce basculement constitue la première mesure clé. Une chute supérieure à 90% sur un laps de temps aussi court ne correspond pas à une panne ordinaire. Elle indique une action coordonnée, car les défaillances techniques produisent habituellement des baisses irrégulières, étalées dans le temps. Ici, la rupture est franche, presque géométrique, comme si le trafic avait été coupé selon un protocole prédéfini. La deuxième mesure confirme cette lecture. Chaque seconde d'absence représente environ 4000 connexions interrompues, ce qui équivaut à près de 1,7 million de sessions perdues en 7 minutes. Ce chiffre n'est pas seulement impressionnant par son volume, il décrit une précision d'exécution. Un tel nombre de connexions supprimées simultanément implique un contrôle exercé à un niveau central du réseau, au niveau des routeurs dorsaux. Les ingénieurs interrogés sous anonymat précisent que les serveurs intermédiaires ne présentaient aucune anomalie notable, ce qui exclut l'hypothèse d'un effondrement en cascade. La troisième mesure se situe après la coupure. À 23h25, lorsque le signal réapparaît, seuls 37% du trafic sont restaurés. Cette reprise lente agit comme un indice supplémentaire. Lorsqu'une panne réelle est réparée, le trafic remonte rapidement vers son niveau initial. Ici, la progression est de graduelle, par palier, suggérant une remise en route contrôlée appliquée zone par zone. La donnée devient alors un récit, non pas celui d'un accident, mais celui d'une gestion manuelle du silence et de son relâchement progressif. Les comparaisons régionales renforcent cette conclusion. Durant la même fenêtre horaire, les trafics kényans, malawites et mozambicains restent stables. Aucun graphique ne montre l'onde de choc attendue d'un câble sous-marin endommagé. Cette stabilité périphérique isole la Tanzanie comme seul point d'effondrement, ce qui invalide la version officielle d'une défaillance physique partagée. La coupure apparaît ainsi comme un acte circonscrit, pensé à l'échelle nationale. Un dernier indicateur éclaire la réaction sociale. Entre 23h26 et 1h02, les logs VPN enregistrent une hausse d'environ 800% du trafic sortant vers des relais étrangers. Cette explosion signifie que des milliers d'utilisateurs cherchent immédiatement des chemins alternatifs. Statistiquement, cela montre que la population ne perçoit pas la coupure comme une protection temporaire, mais comme une menace à contourner. La peur ne disparaît pas, elle se déplace vers d'autres infrastructures. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit ces courbes comme un diagnostic politique. Pour lui, la baisse à 1,2 gigabit par seconde ne décrit pas seulement une vulnérabilité technique, mais la dépendance d'une souveraineté numérique à des infrastructures centralisées. Dans cette lecture, les chiffres deviennent une langue. Ils racontent comment un État peut suspendre une société entière et comment cette société répond par une recomposition immédiate de ses flux.
Le so what s'impose alors clairement. La donnée ne ment pas, elle révèle l'intention. Les défenseurs de la coupure avancent d'abord un argument de sécurité nationale. Dans un contexte de tensions politiques et de rumeurs incontrôlées, une interruption brève mais totale du réseau serait selon eux un moyen d'éviter une escalade rapide. L'idée est simple, mieux vaut suspendre temporairement le flux d'informations que laisser se propager des messages susceptibles d'enflammer la rue. Présentée ainsi, la mesure apparaît comme un amortisseur, destiné à gagner du temps et à prévenir des violences plus larges, quitte à accepter un coût immédiat sur la communication. Un second argument s'appuie sur la comparaison internationale. Certains responsables soulignent que des États occidentaux recourent eux aussi à des formes de modération, de filtrage ou de restriction de contenu lors de crises majeures. Dans cette perspective, la coupure tanzanienne ne serait qu'une variante plus directe de pratiques déjà existantes ailleurs, adaptées à une urgence locale. Le pouvoir affirme alors ne pas chercher à censurer durablement, mais à stabiliser une situation perçue comme fragile, en assumant un geste exceptionnel et réversible. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils répondent à une logique de contrôle du risque. Toutefois, les données observées en limitent clairement la portée. La hausse massive des connexions VPN dans les heures qui suivent montre que la coupure n'a pas apaisé les esprits. Elle a déplacé l'anxiété vers des canaux plus opaques. Au lieu de réduire la circulation de l'information, la mesure l'a fragmentée, rendant le suivi et la vérification encore plus difficiles pour les autorités elles-mêmes. La comparaison internationale se fissure également lorsqu'on observe l'ampleur et la synchronisation de l'acte. Les restrictions ciblées ailleurs visent généralement des contenus précis. Ici, la désactivation simultanée de plusieurs nœuds de fibres a suspendu la coordination citoyenne dans son ensemble. L'absence d'onde de choc régional invalide l'hypothèse d'une panne partagée et renforce l'idée d'une décision centralisée assumée comme telle. C'est dans cet écart que se loge la réponse critique. Un silence imposé peut contenir l'expression visible, mais il nourrit des circulations parallèles plus difficiles à anticiper. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré résume ce dilemme en une lecture pragmatique. Le contrôle total du signal n'élimine pas le désordre, il le rend moins lisible. Le so what devient alors tangible. En cherchant à sécuriser, l'État peut produire l'inverse, une défiance accrue et une perte de maîtrise informationnelle. Ce point de bascule apparaît lorsque l'on observe les effets inattendus de la coupure, au-delà des chiffres et des intentions officielles. L'infrastructure numérique s'éteint, mais l'espace social ne se fiche pas. À Dar et Salam, les rues se transforment en relais. Les taxis klaxonnent en cadence, les vendeurs frappent sur des casseroles et les étudiants utilisent des papiers pliés comme messages éphémères. La communication devient plus lente, moins visible, mais aussi plus difficile à neutraliser, car elle repose désormais sur des gestes et des présences. Ce déplacement du flux crée une situation paradoxale pour les autorités. En coupant l'accès aux plateformes, elles perdent simultanément la capacité de mesurer et de suivre ce qui circule réellement. Les ministères, eux-mêmes privés de données en temps réel, fonctionnent à l'aveugle. Les rapports se contredisent, certains disparaissent dans le silence de la nuit, d'autres arrivent trop tard pour orienter une décision cohérente. L'outil de contrôle se retourne partiellement contre ceux qui l'ont actionné. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré interprète ce moment comme une clé de lecture générale. Il ne voit pas dans le blackout une fin de la communication, mais une révélation de sa couche la plus élémentaire. Lorsque la technique s'efface, la société montre ce qu'elle sait encore faire sans elle. Ce constat redéfinit l'enjeu. La coupure ne teste pas seulement la robustesse d'un réseau,
Elle mesure la capacité d'un peuple à recréer du lien sous contrainte. À mi-parcours du récit, une évidence s'impose. Le silence n'a pas produit le calme attendu. Il a déplacé la parole vers des formes moins contrôlables, ouvrant une séquence dont les conséquences dépassent déjà la nuit de Dar et Salam. Pour l'État tanzanien, la première conséquence est institutionnelle. Privé d'un accès normal aux flux numériques mondiaux, plusieurs ministères sur Khalilididas se retrouvent dans l'incapacité de vérifier les informations qui leur parviennent. Les directives Sicarminotto circulent lentement, parfois en contradiction les unes avec Ebeludicios, avec les autres. Un document interne évoque une baisse notable de la productivité administrative dans les heures suivant la coupure, signe qu'un pouvoir centralisé dépend fortement de la circulation de données qu'il prétend maîtriser. La stabilité recherchée se transforme alors en inertie, exposant une fragilité structurelle rarement visible en temps normal. Pour les citoyens, l'impact est immédiat et intime. Les messages restent bloqués, les appels échouent et les repères habituels disparaissent brutalement. Cette rupture crée d'abord de l'inquiétude, puis une adaptation pragmatique. Les marchés deviennent-ils des lieux d'échange d'informations, les cafés servent de points de relais, et les conversations se font plus brèves, presque codées. La coupure n'efface pas la parole, mais elle en augmente le coût social. Chaque information transmise exige désormais un effort collectif, ce qui modifie profondément le rapport quotidien au lien et à la confiance. La jeunesse, particulièrement connectée avant l'événement, vit la séquence comme une initiation brutale. Sur les campus, l'absence de réseau révèle la dépendance à des plateformes perçues jusque-là comme acquises. Des veillées improvisées apparaissent, des discussions s'organisent sans écran et des formes de solidarité émergent. Le geste d'Aïcha devient un symbole partagé, non parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il montre qu'une voix individuelle peut encore circuler sous contrainte. Ibrahim Traoré observe ce phénomène comme un signal générationnel, une prise de conscience que la souveraineté numérique ne se délègue pas entièrement à des infrastructures invisibles. À l'échelle régionale, les effets dépassent rapidement les frontières. Les capitales voisines suivent les courbes de trafic avec attention. Les chancelleries parlent de retenue et de dialogue, mais les investisseurs perçoivent surtout une instabilité informationnelle nouvelle. Le précédent inquiète car il montre qu'un pays clé peut suspendre sa connectivité sans préavis, redessinant les équilibres régionaux plus vite qu'une décision diplomatique. Certains analystes évoquent déjà un risque de contagion politique, où le contrôle des réseaux devient un outil de gouvernance ordinaire. Ces quatre niveaux dessinent une conséquence commune. La coupure n'a pas seulement interrompu un service, elle a déplacé les lignes de confiance entre institutions, citoyens, générations et États voisins. Ce déplacement est mesurable dans les chiffres, mais surtout perceptible dans les comportements. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré synthétise cette lecture en une formule simple. Lorsqu'un signal s'éteint, ce sont les relations de pouvoir qui deviennent visibles. Le so what est désormais clair, le blackout a produit des effets durables que le retour partiel du réseau ne suffit pas à effacer. Le premier scénario, souvent décrit comme le plus probable, est celui d'une stabilisation sous surveillance. Dans cette trajectoire, la Tanzanie rétablit l'accès au réseau sans revenir à une coupure totale, mais conserve des mécanismes de filtrage et de contrôle renforcés. Les RODID VPN deviennent tolérés de facto tant qu'ils ne structurent pas une mobilisation visible. Les plateformes fonctionnent, mais sous une vigilance accrue. L'administration retrouve un rythme opérationnel, cependant la mémoire des 7 minutes de silence persiste. La confiance revient lentement, de manière incomplète, laissant une société plus prudente et des institutions plus méfiantes l'une envers l'autre.
Le deuxième scénario est plus optimiste et repose sur une dynamique de transparence progressive. Sous la pression régionale, citoyenne et médiatique, l'exécutif pourrait accepter d'ouvrir la gouvernance du réseau à des instances techniques indépendantes. Des audits publics des infrastructures seraient mis en place accompagnés de règles plus claires encadrant les conditions d'une coupure exceptionnelle. Dans ce cadre, l'épisode du blackout devient un cas d'étude intégré aux universités et au débat public. La souveraineté numérique se redéfinit alors non par la capacité à couper, mais par la capacité à rendre des comptes. Ce chemin exige du temps, mais il permettrait de transformer une crise en réforme mesurable. Le troisième scénario, plus sombre, est celui d'un retour au contrôle dur. Les outils de contournement seraient criminalisés, les journalistes davantage surveillés et les mobilisations étudiantes dispersées. Une partie des compétences techniques migrerait vers des pays voisins attirés par des environnements plus stables. Cette fuite silencieuse appauvrirait l'écosystème numérique national, renforçant paradoxalement la dépendance aux infrastructures externes. Le précédent tanzanien pourrait alors servir de modèle à d'autres capitales, enclenchant une spirale régionale de méfiance et de restriction. Face à ces trois routes, une recommandation de lecture s'impose. Avant d'éteindre une connexion, un État devrait poser une question simple. Que perdons une fois le signal rétabli? Les chiffres montrent que la technique peut être restaurée en heures, mais que la confiance, elle, se reconstruit en mois. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré formule cette idée comme une boussole analytique plutôt qu'un jugement. La souveraineté numérique se mesure moins à la puissance du bouton qu'à la solidité du lien social après son usage. Ce cadre permet de lire l'avenir sans le figer en laissant ouverts des chemins encore réversibles. Pour ceux qui travaillent quotidiennement avec l'information, cette nuit tanzanienne agit comme un rappel brutal. Journalistes, enseignants, chercheurs découvrent à quel point une coupure, même brève, suffit à briser les chaînes de vérification. Lorsque le flux disparaît, les repères s'effondrent et chacun doit réapprendre à confirmer, comparer et relier des fragments dispersés. L'épisode montre que la confiance publique repose moins sur l'abondance des données que sur la continuité de leur circulation. Pour les travailleurs, les familles et les étudiants, l'impact est plus intime. Une déconnexion soudaine ne signifie pas seulement une gêne technique, mais une rupture dans les habitudes les plus ordinaires. Les messages n'arrivent plus, les alertes se taisent et l'incertitude s'installe. La société peut se reconstituer sans réseau, comme l'ont montré les rues de Dar es Salaam, mais au prix d'un effort collectif constant. Cette adaptation forcée révèle une fragilité partagée par toutes les sociétés connectées, bien au-delà du cas tanzanien. Un troisième groupe observe l'événement sous l'angle de la gouvernance et de la souveraineté. Pour eux, le blackout pose une question universelle. Jusqu'où un État peut-il aller pour préserver ce qu'il définit comme la stabilité? Et quel coût invisible chaque citoyen supporte-t-il lorsque le calme est obtenu par l'extinction d'un signal? Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit cette séquence comme un miroir continental, montrant que la capacité de couper ne garantit jamais la capacité de gouverner durablement. Ces trois résonances convergent vers une même prise de conscience. La dépendance au numérique n'est pas seulement technique, elle est sociale, cognitive et politique. Le spectateur comprend alors que l'histoire de Dar et Salam ne parle pas d'un pays lointain, mais d'un équilibre fragile présent partout où un interrupteur peut redessiner le lien entre parole privée et espace public. Sortir durablement d'un blackout politique exige plus qu'une condamnation morale. Cela demande une architecture concrète appliquée par des acteurs identifiés et mesurables dans le temps. Le premier levier consiste à cartographier la dépendance numérique nationale.
Les agences techniques d'Ustevea doivent auditer les points d'entrée Internet, identifier les fournisseurs critiques et établir des redondances régionales. Le succès se mesure par la réduction des points d'étranglement et la capacité à maintenir un service minimal en situation de crise. Le deuxième levier concerne la localisation et la diversification des infrastructures. Héberger davantage de données dans des centres souverains limite la possibilité d'une coupure imposée de l'extérieur. Cette étape implique des partenariats techniques et un calendrier précis de migration. L'indicateur est simple. Chaque service relocalisé réduit la surface de contrôle centralisée. Dans ses échanges régionaux, Ibrahim Traoré évoque ce principe comme une assurance progressive, non comme une rupture brutale avec l'existant. Le troisième levier porte sur la formation citoyenne. Universités, radios communautaires et associations peuvent enseigner les bases de la sécurité numérique, de la navigation chiffrée et des outils décentralisés. L'objectif n'était pas la confrontation, mais la résilience. Le progrès se mesure par le nombre de personnes formées et la capacité réelle des communautés à maintenir des canaux alternatifs lorsque le réseau officiel se fragilise. Le quatrième levier vise la transparence légale. Une coupure d'Internet doit devenir un acte encadré, soumis à justification publique et à une supervision civile indépendante. La performance de ce mécanisme se jauge par la rapidité avec laquelle les autorités rendent compte de leurs décisions et par l'existence de recours effectifs. Enfin, un cinquième levier appelle à une coordination régionale. En mutualisant certaines capacités de réseau entre voisins, chaque pays réduit son isolement potentiel. La boussole reste pragmatique. Plus la redondance augmente, moins un bouton unique peut suspendre une société entière. La nuit est retombée sur Dar es Salaam, mais elle n'éclaire plus les mêmes silhouettes. Sur les marches d'une université, une bougie brûle, fragile et obstinée, comme si elle reprenait le souffle laissé par les premiers messages avant l'extinction. Ce geste simple devient un motif discret, repris dans les rues, les radios nocturnes et les marchés, sans coordination apparente. La coupure voulait effacer une parole. Elle a laissé derrière elle une image persistante. Aïcha n'avait rien prémédité. Son selfie et sa phrase brève n'étaient ni un slogan, ni un appel organisé. Pourtant, ils ont servi de point de ralliement symbolique, rappelant que certaines voix survivent précisément parce qu'elles sont modestes. Ce fil humain traverse le récit, comme une continuité silencieuse, reliant les heures de noir aux jours qui suivent, lorsque le réseau revient sans effacer la mémoire de l'interruption. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré revient souvent à cette image lorsqu'il évoque la souveraineté numérique. Il y voit une métaphore simple. La dignité ne se proclame pas, elle se prolonge dans une succession de gestes minuscules. Une flamme qui ne s'éteint pas, mais qui se penche pour durer. Dans cette lecture, la force ne réside pas dans la capacité à couper, mais dans celle à maintenir un sens partagé malgré la contrainte. Ce rappel émotionnel referme la boucle du récit. Le blackout n'a pas seulement révélé une vulnérabilité technique, il a mis en lumière une capacité de résistance ordinaire. Et c'est peut-être là, dans cette fragilité assumée, que se loge la part la plus durable de la souveraineté. Cette histoire ne se referme pas avec le retour partiel du signal. Elle continue de circuler parce qu'elle touche à une expérience désormais universelle. La dépendance à un flux invisible pour comprendre, se coordonner et exister publiquement. Les 7 minutes de silence tanzanienne n'ont pas seulement exposé la vulnérabilité d'un réseau. Elles ont montré à quelle vitesse un geste technique peut redessiner la relation entre pouvoir et société. Ce basculement concerne toutes les villes connectées, bien au-delà de Dar et Salam. Pour certains, ce récit résonne comme un avertissement professionnel. Pour d'autres, comme un rappel intime de la fragilité des liens quotidiens.
Pour d'autres encore, comme une question politique ouverte sur la gouvernance numérique à venir. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré l'interprète moins comme un événement isolé que comme un signal faible annonçant des débats plus larges sur la souveraineté, la transparence et la responsabilité des États face à leurs citoyens. La conclusion reste volontairement ouverte. Si un interrupteur peut suspendre un pays en quelques minutes, qu'est-ce qui, dans votre propre contexte, garantit la continuité du dialogue et de la confiance? Cette question n'appelle pas une réponse unique, mais une réflexion collective. Si vous souhaitez approfondir une piste, comparer avec un autre pays ou analyser une dynamique similaire, la discussion peut se poursuivre.